toutes et à tous, bienvenue au premier bootcamp Def in Space à J-18 jours du lancement officiel de la compétition. Je m'appelle Joël Anglès et je travaille au laboratoire d'innovation spatiale des armées du commandement de l'espace, le LISA. Je suis conseiller innovation et je suis aussi le chef de projet Def in Space. Je suis ravi ce soir de vous accueillir. Merci pour votre présence et surtout pour l'enthousiasme dont vous faites preuve depuis plusieurs jours, notamment sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier nos sponsors VIP, les sociétés Soprasteria, TGI, Thales Services Numériques, Téléspatial France, le Space Hub, Escassi, sans qui cette première édition n'aurait pas pu voir le jour. D'autres sponsors vont nous rejoindre prochainement. Merci aussi à nos écoles, Super Héros à Toulouse, NSERB Matmeca à Bordeaux, ENSTA Bretagne à Brest et l'école de l'air de Salon de Provence avec lesquels certains d'entre vous sont sûrement déjà en contact. Alors, quelques mots avant de commencer. Vos micros sont coupés pendant les présentations. Nous allons les ouvrir lors de la session de questions-réponses, donc tout à la fin. Par ailleurs, nous enregistrons ce bootcamp. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley et sur le site web de Def in Space. Je vous annonce d'ores et déjà que le second bootcamp aura lieu le 24 mai, entre midi et 14 h. Il sera lui aussi enregistré et disponible en replay. Bien, alors, vous le savez, Def in Space est le hackathon dédié à l'espace de défense, organisé par le commandement de l'espace et opéré par le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Je vous rappelle que Aerospace Valley est l'organisation centrale qui s'occupe de gérer les organisateurs locaux, les participants, on aide à trouver des experts, à former les jurys. Bien entendu, les organisateurs locaux sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui lors de ce bootcamp? L'idée première d'un bootcamp, c'est de vous aider à vous préparer au mieux aux 24 heures de compétition qui approchent. Alors, il nous semblait pertinent de commencer par un petit rappel de la stratégie spatiale de défense. Le colonel Blanc, ici présent, général adjoint stratégie, capacité, coopération et chef d'état-major commandement de l'espace, vous parlera brièvement et reviendra notamment sur les attendus du commandement de l'espace pour Def in Space, première édition. Au CDE, on fait aussi de l'innovation ouverte avec le LISA. Le capitaine Pedro, responsable du LISA au commandement de l'espace, vous présentera rapidement les prérogatives de ce laboratoire. Tout le travail que vous allez produire, bien entendu, durant la compétition, va être une formidable source d'idées pour ce laboratoire. Il fera aussi un rappel des deux défis sur lesquels vous allez concourir. Je vais vous présenter Mathilde Bobet, vous la connaissez maintenant, elle est chargée de mission à Def in Space. Mathilde va vous donner beaucoup d'informations sur le hackathon ce soir. Elle va vous parler des objectifs, elle va vous parler des programmes des 24 heures de compétition. Elle vous parlera aussi du règlement. Elle va vous fournir aussi quelques informations sur les guides. Alors soyez attentifs parce que tous les renseignements qu'elle va vous donner vous seront très précieux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir deux intervenants qui sont experts militaires au commandement de l'espace et qui vont vous donner quelques clés pour démarrer votre processus d'idéation. Le commandant Louis parlera du défi autour de l'Europe de défense spatiale, tandis que le lieutenant Émilie vous apportera des éclairages sur les enjeux du cloud spatial. Encore merci à eux pour votre présence parmi nous ce soir. Enfin, nous clôturerons notre bootcamp par une session de questions-réponses. Alors, pour plus d'interactivité, on vous donnera la parole en activant vos micros. L'idée, ce sera de vous manifester en levant la main et en cliquant sur l'icône. Voilà. Au colonel, la parole est à vous. Attendez, si je peux juste me permettre, je reçois une question comme quoi il y a de l'écho. Est-ce qu'on a bien tous coupé son haut-parleur ou pas? Et est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, il n'y a pas d'écho a priori. Allez, merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, juste quelques éléments de contexte avant toute chose. Le contexte est important puisqu'il est capable de vous donner un cadre qui va vous permettre de répondre, je dirais, de manière plus satisfaisante aux différents challenges. Alors, tout d'abord, pour rappeler que l'espace est un milieu qui est essentiel au fonctionnement de nos sociétés et à sa sécurité. La dépendance et l'importance de l'espace et des services qu'il offre à nos sociétés et à notre sécurité n'ont jamais été aussi grandes. L'espace aujourd'hui est au cœur d'une compétition qui est à la fois une compétition stratégique, mais aussi une compétition industrielle qui touche l'ensemble des applications, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient militaires. Des menaces apparaissent et se développent. Ces menaces sont variées. Elles vont des menaces cyber au brouillage, à des menaces physiques, de type désorbitation,
des menaces de type énergie dirigée, laser, impulsion électromagnétique ou éventuellement cinétique, des missiles par exemple anti-satellites. Ces menaces peuvent cibler à la fois les segments sol, les communications, les logiciels ou les segments spatiaux, que ce soit les plateformes ou les charges utiles, et être réversibles ou non, allant de la neutralisation à la destruction. Alors cette compétition pourrait compromettre à la fois notre liberté d'accès à l'espace, mais aussi notre liberté d'action depuis ou dans l'espace. Alors, fort de ce constat, la stratégie spatiale française a été consolidée grâce à la forte impulsion donnée tant par le président de la République que par la ministre des Armées. À cet effet, donc, la stratégie spatiale de défense globale et ambitieuse a été élaborée pour, bien sûr, dans un premier temps, répondre aux menaces émergentes, pour protéger nos satellites en développant notre aptitude à surveiller l'environnement spatial afin de pouvoir détecter, mais surtout attribuer les actes inamicaux ou hostiles. Défendre, bien sûr, dans l'espace nos intérêts spatiaux face aux mêmes actes inamicaux, illicites ou hostiles, et bien sûr saisir toutes les opportunités qui nous permettent de construire notre autonomie stratégique. Et j'entends par là saisir les opportunités qui sont offertes par ce que l'on appelle le New Space, et justement contribuer à revisiter notre modèle industriel en faisant appel évidemment à ce qui existait déjà, en s'appuyant sur ce qui existe déjà, sur l'expérience acquise de longue date par, je dirais, nos industriels que je ne citerai pas ici, mais que vous connaissez tous, mais aussi par les émergents, les nouvelles sociétés, les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Nous ambitionnons aussi d'élargir les coopérations qui, jusqu'à présent, étaient dans le domaine capacitaire, les élargir au domaine des opérations dans l'espace, domaine dans lequel les États-Unis demeurent un partenaire incontournable. Et nous essayons justement d'ouvrir ce partenariat dans le domaine des opérations à de nouveaux partenaires. Alors, bien sûr, nous devrons chercher à partager avec des partenaires européens, partenaires européens qui soient capables, partenaires européens qui soient volontaires, partager une vision qui est commune des enjeux stratégiques du domaine, et on rejoint là le challenge qui est relatif à la question sur l'Union européenne. Alors cette vision commune devra d'abord porter sur les menaces dans l'espace, sur notre politique et notre stratégie pour y faire face, ainsi que sur une ambition d'autonomie européenne. Et cela passe notamment par une amélioration de notre interopérabilité, la capacité à travailler ensemble. Cela passe par une capacité à échanger des données, en particulier des données de surveillance de l'espace. Cela passe par l'établissement d'une doctrine, par l'établissement de normes de comportement et des processus opérationnels qui sont partagés. Alors, pour tout cela, pour garantir la capacité de la France à agir dans l'espace, nous avons mis en place une feuille de route qui s'articule autour d'une doctrine qui fixe le cadre d'emploi et la typologie des opérations spatiales, et enfin, bien sûr, des capacités et des ressources humaines, sans quoi rien ne peut fonctionner. Premier objectif, c'est d'affermir la doctrine spatiale de défense française, donc effectivement, essayer de savoir exactement ce que nous voulons faire, renouveler notre doctrine en matière d'opérations spatiales, autour des 4 fonctions qui sont le soutien aux capacités spatiales, la connaissance de la situation spatiale, l'appui aux opérations et l'action dans l'espace. Deuxième volet, c'est de développer les capacités spatiales pour répondre à nos ambitions. Alors, on va essayer de trouver un équilibre entre des systèmes patrimoniaux, c'est-à-dire des systèmes que nous achetons, des systèmes que nous possédons, et des services auxquels nous ferons appel sur le marché, qui nous seront proposés par des acteurs industriels. Donc cet équilibre-là entre le patrimonial et le service sera recherché pour chacun des différents segments de l'outil spatial, et selon 3 axes, en les incluant dans un système de commandement et de contrôle des opérations spatiales militaires. Autre volet, c'est de développer l'expertise spatiale dans la défense. Alors, c'est le volet développement d'expertise à travers, effectivement, la mise en place de parcours professionnels attractifs, des parcours spécifiques et une capacité de former et de fidéliser les personnes qui œuvreront dans le commandement de l'espace. Autre volet, c'est d'adapter la gouvernance du spatial militaire à ses ambitions, et la création du commandement de l'espace qui s'installera prochainement à Toulouse en est l'incarnation. Sa montée en puissance sera continue jusqu'en 2025. Au niveau des capacités,
la responsabilité du commandement de l'espace en matière de capacité consiste à recueillir le besoin des armées, directions et services et de proposer les arbitrages au chef d'état-major des armées. Pour ce qui concerne les capacités, je dirais, classiques d'appui aux opérations, c'est-à-dire le renseignement, les télécommunications, le positionnement, navigation et temps. Et pour ce qui concerne les besoins en matière de maîtrise du milieu, c'est-à-dire principalement la surveillance de l'espace et conduire des actions de défense active dans l'espace, exprimer directement auprès du chef d'état-major des armées les besoins qui sont les nôtres. Le budget donc qui était consacré à l'espace sur la loi de programmation militaire précédente était déjà conséquent puisqu'il était déjà de plus de 4 milliards d'euros. Avec cette nouvelle ambition et la publication de cette nouvelle stratégie, 700 millions d'euros ont été rajoutés au titre de cette nouvelle ambition. Alors, ce budget nous permet de renouveler l'ensemble des capacités spatiales, ainsi que fournir un effort important en matière de maîtrise du milieu, c'est-à-dire être capable de savoir, de comprendre, de savoir ce qui se passe dans l'espace et de développer des capacités de défense active. Alors, les capacités actuelles d'appui aux opérations depuis le sol jusqu'à l'orbite géostationnaire sont conséquentes et font de la France une des premières puissances au monde dans ce domaine-là. Cette année, l'année 2021 est une année spatiale, puisqu'on va voir deux lancements. D'abord, on va voir la mise en service opérationnelle de CSO2 qui a été lancée en décembre dernier, et puis le lancement du système CERES, donc un système d'écoute électromagnétique, et Syracuse 4, qui est un système spatial de télécommunication. L'avenir donc dans ce domaine, ce sont les successeurs de ces systèmes qui ne seront pas que des successeurs, qui ne sont pas la version N+1 des architectures ou des systèmes existants, et ce seront des architectures nouvelles et qui ne seront pas donc qu'une nouvelle version des capacités existantes. Et donc là, ça rejoint le challenge technique, le défi technique, où effectivement nous voulons travailler sur des architectures nouvelles, sur des solutions nouvelles, qui ne sont pas que les versions existantes d'architecture qui auront été conçues dans les années 90 pour les architectures qui sont actuellement en service. Autre volet consiste ou relève de la maîtrise du milieu, qui est vraiment une priorité de la stratégie spatiale de défense. Alors nous avons pu passer un certain nombre de contrats de service pour acheter sur le marché des capacités. Donc on a un certain nombre de services qui permettent de suivre les différents objets qui sont dans l'espace. L'avenir, c'est effectivement de développer des capacités qui nous permettent en patrimonial de surveiller mieux l'espace, et le successeur notamment du radar grave, qui ne sera peut-être pas de la même technologie, ou du moins qui ne répondra pas forcément aux mêmes besoins. On va peut-être passer d'une logique de veille, d'une logique de catalogage d'une situation, à une logique de poursuite, à une logique de tracking, et nous allons nous focaliser sur des objets qui ne seront non coopératifs par rapport à je dirais, l'âge précédent où nous nous intéressions plutôt à des objets qui étaient coopératifs, des débris ou autres satellites. Alors, nous allons faire appel massivement aux services spatiaux. Nous allons développer des capacités d'action dans l'espace, et nous allons mettre en orbite un démonstrateur d'action dans l'espace dans le cadre de la défense active pour démontrer des charges utiles. Et nous allons donc avec ces deux démonstrateurs, c'est le concept Sentinelle avec un satellite qui sera à proximité d'un satellite à protéger, et puis un autre qui parcourra l'arc géostationnaire. Donc ce démonstrateur qui sera mis en orbite, on l'espère, fin 2023, début 2024, fédérera l'ensemble des problématiques capacitaires, puisque nous ferons en même temps une doctrine, en même temps nous mettrons en place une organisation, en même temps nous formerons des personnels, donc des ressources humaines, en même temps nous doterons de cette capacité-là, le volet capacitaire, et puis nous développerons un réseau de commande et de contrôle pour être capable de poursuivre et de suivre ce système. Donc notre défi, c'est je dirais la création d'un centre d'opération spatiale qui intégrera le maximum de données qui seront issues des capteurs de surveillance, que ces capteurs soient patrimoniaux ou non, que l'on en maîtrise la donnée ou non. L'objectif, c'est de pouvoir détecter, c'est de pouvoir caractériser, et c'est de pouvoir attribuer tout comportement hostile ou inamical. Donc pour ce qui concerne les capacités futures, notre fil rouge, c'est d'avoir des systèmes qui sont davantage distribués, puisqu'un système qui est davantage distribué permet dispose d'une plus grande résilience,
permet une plus grande subsidiarité, c'est-à-dire on va rapprocher l'information des combattants. Des systèmes qui seront plus réactifs, avec des délais de revisite beaucoup plus courts, des systèmes qui seront capables de se reconfigurer, donc qui seront évolutifs. Et pour ce qui concerne les capacités de commande et de contrôle, ce que nous visons, c'est un développement agile et en plateau, afin de coller à un besoin que nous sommes incapables aujourd'hui d'exprimer de manière, je dirais, assez simple. Nous allons construire ensemble la réponse à notre besoin. Et nous allons mettre la donnée, d'où le challenge sur le cloud in space. Nous allons mettre la donnée, sa capitalisation et son traitement au cœur de nos réflexions et surtout au cœur des vôtres, puisque ce sera le défi du challenge sur la donnée. Et bien sûr, pour tout ça, nous avons l'intention de profiter des technologies qui sont issues du New Space et plus généralement de l'ensemble de l'écosystème pour faire baisser les coûts, certes, mais aussi pour tirer avantage des technologies duales et du dynamisme de l'écosystème notamment toulousain. Voilà, je vais laisser la parole à Pascal qui complétera ce que je viens de dire. Merci de votre attention. Merci mon colonel, bonjour à tous. Donc je suis le capitaine Pascal, donc je suis officier innovation au sein du commandement d'espace. Moi j'ai la chance de mettre en place le LISA, le laboratoire d'innovation spatiale des armées. Donc le LISA est un laboratoire de milieu centré sur l'espace au profit du ministère des Armées. Et donc nous sommes intégrés à la branche capacitaire du commandement d'espace, c'est-à-dire que nous avons la chance de travailler tous les jours avec des officiers programmes qui recueillent en fait tous les besoins en provenance des forces en termes de capacité ou de services en provenance du spatial. Et fort de ça, en fait, notre premier travail, donc nous existons, je dis nous parce que nous sommes 3 et bientôt 4, nous existons depuis janvier 2019 et une de nos premières missions, ça a été de s'intégrer à un réseau en fait de fédérant en fait l'innovation. Dans un premier temps, en fait, le premier niveau, ça a été de trouver des partenaires institutionnels comme le CNES bien sûr et l'ONERA, avec qui on a pu s'associer en abordant les besoins des forces, les besoins futurs des forces, mais bien sûr, ça a été aussi de faire des partenariats avec les laboratoires de recherche et enfin des partenariats avec en fait toutes les entreprises, tout du secteur privé, les pôles de compétitivité. Donc une grosse partie de notre travail était de réaliser en fait un mapping de l'écosystème du spatial. Donc on a rencontré à peu près entre 140 et 150 entreprises, laboratoires et pôles de compétitivité en apportant en fait notre vision des besoins des forces en termes de services et de capacité spatiale. Ensuite, eh bien, dans la démarche en fait d'innovation, on a été faire de la captation, que ce soit d'idées, de bonnes pratiques ou d'opportunités sur l'ensemble de l'écosystème qu'on a pu rencontrer durant ces 14 mois d'activité. Le but étant, comme pour du cognac, c'est faire de l'assemblage. On a les besoins en provenance des forces et on a des idées, des technologies et des opportunités en provenance de l'écosystème civil. Et le but du jeu, avec une problématique militaire, c'est d'assembler en fait tout en provenance en fait de l'écosystème civil pour essayer de concrétiser un projet. Alors cette concrétisation, eh bien, elle doit être agile, elle doit être la plus rapide et la plus concrète possible, de façon à amener de l'innovation ouverte au profit en fait de la DGA qui va faire d'elle de l'innovation planifiée. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à introduire en fait nos projets d'innovation en provenance de l'écosystème ouvert dans une vision planifiée de l'innovation. Et pour cela, nous avons la chance en fait de pouvoir aller vers l'agence Innovation Défense, vers les guichets innovation ouverts pour déposer en fait des projets d'innovation. Alors, on va pas affréter une mission spatiale, mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est de profiter d'opportunités, par exemple des tests au sol, des tests dans l'espace que proposent certaines entreprises qu'on a pu rencontrer ou avec lesquelles on a pu assembler, dans le but d'expérimenter, de tester une technologie pour en faire arriver jusqu'au prototype, qui sera lui ensuite récupéré par la DGA. Alors, comme l'a dit le colonel juste avant moi, on est tasqué effectivement par la division capacitaire et le but du jeu, c'est d'anticiper les besoins et les futures bonnes pratiques et les nouvelles technologies qui vont arriver ou qui sont déjà mises en place par l'écosystème civil pour répondre à des problématiques militaires en termes de services ou en termes de capacité. Alors, comme l'a dit le colonel, ce qui nous intéresse effectivement, c'est la maîtrise de l'espace, donc la surveillance de l'espace. Et notre premier besoin, c'est la fusion de données. Nous allons réaliser une surveillance de l'espace qui va être la fusion de données en provenance de capteurs hétérogènes,
Ça peut être des télescopes, des radars, de la radiofréquence en provenance du sol, et bien sûr, d'ici quelques temps, on l'espère, en provenance de capteurs embarqués et dans l'espace. Et donc, ces capteurs, ils seront souverains, français, mais ils pourront aussi être commerciaux. Surtout, la notion de service prend tout son sens, mais ça pourrait être aussi des capteurs souverains ou commerciaux en provenance de partenaires. Ce qui nous intéresse énormément aussi, c'est toutes les nouvelles plateformes, les moyens d'optimiser, de mettre plus de capacité sur des structures plus petites, de faire des nanosats polyvalents, évolutifs. Et donc, avec tout ça vient la notion de tous les capteurs embarqués qui nous permettront de faire de la surveillance de l'espace. L'autre point qui nous intéresse énormément, ce sont tous les nouveaux modèles de traitement à bord. Alors déjà, pour automatiser des tâches, par exemple, de traitement de la donnée, ça peut être dans le cadre du renseignement d'origine image, renseignement électromagnétique, mais derrière tout ça, c'est la capacité à traiter à bord de la donnée, la capacité à permettre des satellites de visualiser leur environnement, avec à terme la notion de vouloir automatiser certains comportements pour des satellites qui seront dédiés aux opérations dans l'espace. Ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est tous les nouveaux modules de gestion d'énergie. Comme on l'a dit, ce qu'on voudrait faire beaucoup plus sur des plateformes de plus en plus petites. Et donc, il va falloir trouver de nouveaux moyens, que ce soit pour créer de l'énergie ou gérer l'énergie ou en économiser à bord. Voilà. Et bien sûr, toutes les nouvelles thématiques de liaison, de télécommunication, et on le verra pour les défis, le cloud spatial en est une brique très importante. Tout ce qui va nous permettre de communiquer plus facilement en temps réel, que ce soit au niveau des états-majors, mais aussi des forces au sol. Et donc, pour ce faire, voilà, j'en ai terminé avec les sujets d'intérêt pour le LISA, il y en a vraiment énormément. Maintenant, je vais vous passer sur la présentation des challenges. Donc, il y a 2 challenges pour ce premier hackathon. Dans un premier temps, il y aura déjà un sujet générique. Le premier, en fait, va toucher à l'Union européenne et cette thématique, comment l'Union européenne va-t-elle s'approprier les enjeux de sécurité et de défense dans l'espace. Comme vous savez, l'espace, on l'a dit en préambule, l'espace est devenu essentiel pour assurer notre sécurité, mais aussi le développement de nos économies et garantir nos modes de vie. À l'inverse, dès qu'on va avoir une modification, une dégradation de ces services, ceux-ci vont fragiliser en fait notre défense et nos modes de vie. Donc en fait, en même temps, on voit un accroissement de la concurrence internationale en matière spatiale qui se traduit par l'entrée en fait en scène de nombreux acteurs publics, mais aussi privés, et l'accélération des rythmes des innovations qui s'accompagne d'un accroissement des menaces et d'un risque de déclassement des acteurs historiques. En fait, il y a une dépendance partagée en termes de capacité spatiale et ainsi qu'un besoin accru en financement pour assurer son autonomie dans ce secteur. Et en fait, cet état de fait pourrait constituer pour l'Union une opportunité pour développer un nouveau pilier de l'Europe de la défense. Et donc, pour ce challenge, vous allez avoir 24 heures pour nous briefer et bien sûr nous séduire sur l'opportunité qui est donnée à l'Union européenne de devenir un acteur clé en matière de sécurité et de défense dans l'espace au profit des États membres. Alors, pour cela, vous pourrez, mais bien sûr, vous êtes libre, surprenez-nous, mais en tout cas, certaines pistes apparaissent déjà. Vous pourrez nous présenter la façon dont l'Union européenne utilise ses capacités spatiales ainsi que celles des États membres et comment celles-ci contribuent à la sécurité globale. Vous pourrez aussi identifier les risques ainsi que les menaces en orbite auxquelles l'Union européenne pourrait être confrontée. Vous pourrez présenter les objectifs que pourrait se fixer l'Union européenne pour faire face à ces risques et menaces et les rendre acceptables. Vous pourriez nous aider aussi en décrivant comment de tels objectifs pourraient être mis en œuvre par l'Union européenne. On pourra parler bien sûr des traités, la gouvernance spatiale européenne et comment ils pourront évoluer. Et enfin, vous pourrez nous présenter les options qui pourraient s'offrir à la France dans le cadre d'une telle prise d'initiative par l'Union européenne et comment notre nation pourrait accompagner en fait ces actions. Alors, ça c'était le premier sujet générique, sciences humaines. Donc maintenant, on va parler du sujet tech. Le sujet tech va toucher en fait le cloud militaire spatial, ou comment transférer le stockage, le traitement et la diffusion des données à partir de l'espace. Et ce qui nous intéresse bien sûr derrière tout ça, c'est quels intérêts de souveraineté et de défense pour la France. Pour nous, ministère des Armées, la donnée est au cœur des opérations militaires. Développer un outil de combat collaboratif qui repose sur la mise en réseau de capteurs, des moyens de commandement et de contrôle, ainsi que des effecteurs sur les terrains, offre déjà un avantage militaire décisif dans la conduite des opérations. Pour le commandement de l'espace, l'apparition de solutions civiles de cloud spatiaux rend désormais possible la prochaine évolution de cet outil de combat collaboratif, avec bien entendu, et ce qu'on espère, la possibilité de transférer ces capacités du sol vers l'espace dans une sorte de cloud de combat et son adaptation pour des besoins et de nouveaux usages militaires. Alors, vous allez avoir 24 heures pour nous briefer sur l'opportunité qui va être offerte au ministère des Armées d'investir ou non dans un cloud spatial militaire et vous nous direz quels moyens mettre en place rapidement sur étagère pour le mettre en place. Pour cela, vous pourrez, bien sûr, vous êtes libre,
Vous pourrez nous présenter les projets de cloud spatiaux militaires qui existent déjà ou qui sont en cours de développement, ainsi que les cas d'usage pertinents que vous avez identifiés. Vous pourrez aussi identifier les avantages que représente l'utilisation d'un cloud militaire spatial, et bien sûr aussi ses faiblesses, mais quelles nouvelles capacités elles pourraient offrir aux forces dans la conduite de leur mission. Vous pourrez identifier les technologies existantes ou qui vont bientôt éclore et les capacités qui vous semblent les plus prometteuses dans ce domaine, et nous présenter enfin un plan d'action qui nous permettrait rapidement, de façon concrète, viable et le plus rapidement possible, en fonction des cas d'usage militaire que vous aurez détectés, de mettre en œuvre rapidement, avec des produits sur étagère, une première capacité de cloud spatial au profit du ministère des Armées. Voilà. Et donc, pour ce faire, je vais laisser la main à notre expert en cloud militaire spatial. Je vais laisser la main à la lieutenant Émilie. Oh, non. Avant, je vais surtout laisser la main aux organisateurs de Aerospace Valley. Je vous laisse la main. Merci beaucoup, Pascal. Du coup, moi, c'est Mathilde, comme vous a présenté Joël tout à l'heure. Moi, je vais vous faire un rapide zoom sur DefinSpace pour vous rappeler un petit peu en quoi consiste l'événement, son concept, etc. Et ensuite, je vais vous donner toutes les informations clés dont vous aurez besoin pour pouvoir participer à ce hackathon avec voilà, toutes les clés en main. Et ensuite, on finira avec le lieutenant Émilie qui reviendra sur un des deux challenges pour vous donner plus d'informations. Donc, un rapide flash sur DefinSpace. Donc, qu'est-ce qu'un hackathon? Un hackathon, c'est un événement donc, de 24 heures favorisant l'idéation collective. Donc, le but, c'est qu'à l'issue des 24 heures, par le biais d'un travail en équipe, vous nous trouviez des idées innovantes. Voilà, donc qu'est-ce que DefinSpace? C'est le premier hackathon de défense spatiale créé par le commandement de l'espace. Le maître d'œuvre, donc c'est le pôle Aerospace Valley d'où je vous parle, ainsi que Joël. Quelles sont les attentes donc de DefinSpace? Donc ça va être de porter un regard neuf sur les enjeux du spatial de défense et de trouver des pistes de solutions dans ce secteur-là. La compétition aura lieu, donc comme vous le savez sûrement déjà, le 4-5 juin. Et la grande finale aura lieu début juillet. Toutes les informations vous seront communiquées voilà, plus tard. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la date précise ni le lieu de cette grande finale, car elle se fera sûrement en présentiel. Voilà. Ensuite, donc c'est une édition exclusivement nationale pour cette première édition, donc où ça en France. Les deux challenges relatifs à la maîtrise de l'espace donc vous ont été présentés précédemment par Pascal et sont aussi disponibles si vous le souhaitez directement sur notre site internet. Qui sont conviés à participer à ce hackathon? Je pense que les 3/4 qui nous écoutent aujourd'hui, les étudiants, ainsi que des jeunes salariés de moins de 3 ans voilà, d'entreprises quelconques, et avec qui vous allez participer à ce hackathon à l'aide de nos experts qui sont mis à disposition par nos organisateurs locaux, par le commandement de l'espace, bien sûr, par nos sponsors et par nos partenaires. Donc, l'organisation de DefinSpace, l'organisation centrale est composée du commandement de l'espace, qui sont les créateurs de l'événement, et d'Aerospace Valley, qui sont donc les opérateurs de cet événement. Les points de contact, donc, ce sera Joël et moi-même pour toute question concernant voilà, le hackathon. Vous n'aurez qu'à nous envoyer un mail directement. Nos adresses mail seront indiquées à la fin de la présentation. Le déroulement du hackathon, ça va être 3 étapes phares en fait. Ça va être 24 heures de travail pour vous, 36 heures d'événement pour nous tous et une qualification à la finale française où nous participerons tous les qualifiés et tous les organisateurs, sponsors et partenaires. L'agenda de DefinSpace, donc les dates à retenir, donc c'était l'ouverture des inscriptions qui resteront bien sûr ouvertes jusqu'au 28 mai. Donc le bootcamp numéro 1 qui est donc celui-ci et le bootcamp numéro 2 comme vous l'a dit Joël précédemment qui sera le 24 mai de midi à 14 h. Les liens sont déjà disponibles sur notre site internet directement. Ensuite le hackathon donc, aura lieu le vendredi 4 juin, il commencera entre 13 h et 13 h 30 et il aura lieu jusqu'au samedi 5 juin à 19 h. Il sera principalement fait en digital bien sûr sauf l'édition de Toulouse qui sera en présentiel, donc les places ont été très rapidement bouclées. Pour la finale française, du coup, donc ce sera la semaine 27, comme je vous avais dit, début juillet, sûrement à Paris, et voilà, en présentiel si la situation sanitaire nous le permet.
Les objectifs des 24 heures. Donc, vous avez été missionné par le commandement de l'espace pour répondre à une problématique. Pour ce faire, vous aurez 8 minutes. 8 minutes pour expliquer le contexte, présenter le problème existant ou qui pourrait exister, présenter votre solution via un plan d'action. Il va falloir penser à plusieurs choses, notamment estimer les coûts, les délais. On ne vous en dit pas plus, le reste, c'est à vous de trouver. Expliquer, bien sûr, pourquoi vous êtes les meilleurs. Et là, ce sera à vous de choisir le moment opportun pour les convaincre, que ce soit au début, à la fin ou pendant votre présentation. Ce sera libre à vous. Autrement dit, vous avez 8 minutes pour convaincre le jury de choisir votre présentation et de vous donner accès à la finale nationale de Défi in Space. Le programme du hackathon. Donc, le vendredi 4 juin, donc à 13h30, il y aura une plénière d'accueil à laquelle vous pourrez accéder directement via notre plateforme Teams. De 14h15 à 15h, donc vérification de la logistique, nous allons vérifier voilà, que vous arrivez tous à vous connecter, que tout est bien compris, que vous arrivez à accéder à vos équipes et bien sûr, ce sera le début du travail en groupe. À 16h30, nous vous demanderons donc de revenir sur un canal qui sera général où nous aurons réalisé la plénière d'accueil pour un atelier pour vous préciser encore plus ce qui est attendu de la part du jury pour votre présentation et donc à la fin des 24 heures. Ensuite, à 17h30, le travail en groupe reprend jusqu'au lendemain, une dure nuit de travail qui vous attend. Le samedi, à 10h, il y aura des sessions d'entraînement d'environ 2h30. Donc, on vous mettra 1 ou 2 experts à disposition pour que vous puissiez faire une première tentative, session d'entraînement, pour avoir des retours, pour fignoler vos petits détails avant les présentations qui vont reprendre en début d'après-midi. Donc, à 14h, il y aura une plénière, pareil, où nous vous accueillerons. Nous accueillerons aussi tous les jurys et nous vous expliquerons le déroulement de l'après-midi et de la soirée. À 15h, début des présentations devant tous les jurys. Donc, cette phase va durer environ 2h, 2h30. De 17h30 à 18h, le jury va pouvoir délibérer chacun dans son coin et à 18h, vous aurez l'annonce des grands gagnants de chaque édition et bien sûr un mot de clôture de la part du commandement de l'espace. Pour faire au mieux votre présentation, vous aurez à votre disposition plusieurs ressources. Donc le webinaire, autrement dit, c'est la présentation qui vous sera faite le vendredi après-midi, comme je vous ai dit précédemment, à 16h30 pour reprendre tout ce qui est attendu de la part du jury dans votre présentation. Ensuite, vous avez aussi un accès en ligne, donc via la plateforme Teams d'où vous serez connecté. Vous aurez accès à des experts techniques du CDE, de nos sponsors et de nos partenaires qui seront toujours là pour vous accompagner durant les 24 heures de travail pour que vous puissiez poser vos questions et bénéficier de leurs conseils. Vous aurez ensuite donc la session d'entraînement, comme je vous ai dit, le samedi matin avec des experts, la stratégie de défense spatiale et d'autres documents qui sont sur le site internet Défi in Space directement, que vous pourrez télécharger en PDF, histoire de les avoir avec vous en fait pendant toute la durée du hackathon si vous souhaitez piocher des informations. Et bien sûr, plein de ressources externes qui vous sont totalement recommandées, comme la littérature scientifique, Internet, vos amis ou autres. Donc, vous pourrez rapidement voir sur le site internet, dans la partie outils, le règlement est disponible. Donc, je vous invite à aller le consulter pour bien connaître tout ce qui est autorisé ou non pendant Défi in Space et tout ce que vous devez savoir aussi pour y participer dans de bonnes conditions. Voilà, je vais maintenant laisser la parole au lieutenant Émilie qui va vous présenter le challenge Cloud in Space. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, lieutenant Émilie. Je vais vous présenter donc le challenge technique qui porte donc sur le cloud in space. Donc, je vais organiser mon topo en 3 parties. Tout d'abord, rappeler un peu le cloud au sol traditionnel, on va dire, ce que c'est, ses avantages, ses limitations. La même chose pour le cloud déporté dans l'espace. Quel est le principe, les différences avec le cloud au sol, les avantages, les limitations également. Et enfin, donner des pistes de travail. Qui sont non exhaustives, mais qui peuvent vous permettre de démarrer ou d'initier des réflexions.
Donc tout d'abord, non, tu reviens. Ouais, merci. Donc le cloud, qu'est-ce que c'est? Donc ça permet l'accès à des services informatiques type stockage, calcul dans des data centers, et ensuite on distribue l'information aux utilisateurs directement. Donc en fait, on déporte les capacités de calcul et de stockage dans de gros data centers, et l'utilisateur n'a plus qu'à avoir un affichage plutôt réduit. Donc on centralise toutes ces capacités dans un endroit spécifique. Donc ces services sont utilisables par des individus, des particuliers, des entreprises, et on communique via des protocoles standardisés pour que ce soit voilà, accessible, on va dire, à tous, librement. Donc les ressources sont en libre accès, et surtout on s'adapte aux besoins du client. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'une grosse capacité temporairement, il va avoir voilà, il va l'avoir disponible, et à l'inverse, quand c'est plus le cas, on réduit. Donc quelque part, on mutualise toutes les ressources, on est plus agile, on évite d'avoir de grosses ressources en permanence chez tout le monde, alors que c'est pas tout le temps utilisé, etc. Donc ça permet de distribuer, voilà, distribuer les ressources, et donc d'optimiser le fonctionnement et le calcul. Donc les avantages du cloud au sol, c'est qu'effectivement on transfère les données via des infrastructures existantes, type câble ADSL, fibre optique, etc., qui sont globalement peu chères par rapport au spatial, et qui sont surtout réparables. Donc voilà, concrètement, c'est beaucoup plus simple au départ à mettre en place, étant donné qu'on part d'existants. Et le stockage se fait dans des data centers au sol, donc sans, on va dire, limitation d'espace au sens, en comparaison du spatial, et surtout de disponibilité énergétique. On est vraiment sur une architecture classique type PC, où on a des composants standards. Voilà, c'est vraiment, on reste sur des choses complètement connues. Alors, on a des limitations qui sont principalement les problèmes de connectivité. On peut avoir de la latence selon où on est situé, si on est proche ou pas, quelles sont la qualité du réseau. Évidemment, en fibre optique en ville, c'est complètement différent d'un réseau Internet un peu poussif en pleine campagne. On peut avoir un encombrement des connexions réseau quand tout le monde se connecte au même cloud selon. On est dépendant des infrastructures au sol, ce qui, dans le cas de la défense, peut être crucial, puisqu'en cas de catastrophe naturelle ou de conflit, on n'a pas forcément l'accès pérenne aux infrastructures locales. Et enfin, du fait, alors c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que comme on stocke dans des data centers où finalement la considération environnementale n'est pas une priorité, on a un impact environnemental qui est très élevé. On n'optimise pas forcément la consommation d'énergie, étant donné qu'elle est assez peu chère. Donc voilà pour les pistes principales sur le cloud classique. Et ensuite, donc l'idée là est d'étudier les possibilités de le déporter dans l'espace. Donc le stockage et le calcul sont déportés à bord d'un ou plusieurs satellites. Ça peut être un satellite en orbite géostationnaire, comme une constellation de satellites en basse orbite. Donc, sur une orbite géostationnaire avec 3 satellites, on a accès à n'importe quel point de la Terre, alors que pour une constellation en orbite basse, il nous faut plus, voire beaucoup plus. On peut aller jusqu'à plusieurs centaines de satellites nécessaires. Donc, évidemment, chaque architecture a ses avantages et ses inconvénients, voilà, en termes de coût, de délai de latence, etc. Donc, on va un peu dans la suite voir de la même manière les avantages et les limitations de déporter le cloud dans l'espace. Donc, les avantages sont que sur un satellite, donc LEO qui est la basse orbite, on a une réduction potentielle du temps de latence. Faut savoir que actuellement sur Starlink, on a un temps de latence qui descend jusqu'à 25 millisecondes, sachant qu'en France, en moyenne, on est à 33. Donc, voilà, c'est sur les zones isolées, c'est plutôt favorable. La connexion est fiable et indépendante puisqu'elle ne dépend pas des infrastructures au sol, c'est-à-dire qu'il suffit que l'utilisateur ait son équipement d'affichage et de connexion, et on communique directement avec le spatial. Donc en cas, toujours pareil, de guerre ou autre, on est complètement autonome. On a une connectivité même dans des endroits isolés en mer, sur les pôles. Évidemment, il faut que la couverture satellitaire soit suffisante, mais voilà, c'est vrai que
c'est quand même, on est beaucoup plus uniforme sur le globe qu'on peut l'être avec une technologie filaire. Alors, le gros avantage dans le cas de la défense, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on a des satellites en orbite basse, donc qui défilent, ils font une orbite en environ 90 minutes, mettons, et donc, on ne peut vider les images que quand on est en regard d'une antenne sol, donc on va dire, pour simplifier, une fois toutes les 90 minutes. Là, quelque part, si on est en permanence, si on préanalyse les images en orbite directement, on peut communiquer avec l'utilisateur en direct. Et donc, on n'a pas forcément à attendre ces 90 minutes et à attendre d'être en visibilité d'une zone de vidage pour bénéficier des informations. Donc, on aurait un gain d'efficacité en zone du pré-processing d'images à bord. On pourrait aussi envisager, avec l'intelligence artificielle, d'avoir des capacités avancées de détection des éléments pertinents. C'est-à-dire qu'en préanalysant l'image, on aurait déjà, on ferait le travail de l'analyste sol qui prend du temps. Donc là encore, on améliore l'efficacité pour l'utilisateur, ce qui, en cas notamment de conflit, peut être crucial. Ça augmente l'agilité pour ce qui est plan de mission, vidage. Donc plan de mission, c'est les informations, les demandes qu'on envoie depuis le sol vers le satellite pour lui donner voilà, ce qu'il doit imager, par exemple, dans le cas d'un satellite image. Et le vidage, donc, c'est par exemple le vidage des images vers le sol pour analyse, etc. Donc, encore une fois, on envoie des plans de mission vidage, ça ne se fait que quand on a en visibilité des antennes sol. Donc, si on avait une capacité à bord qui était capable de détecter et d'analyser ça, on pourrait prendre des initiatives, si l'on peut dire, et donc refaire une image, par exemple, au cours de l'orbite, sans forcément attendre l'orbite suivante, qu'un humain lui ait donné des infos. Et enfin, des derniers avantages majeurs, c'est qu'on a un afficheur très léger. On a juste à avoir une tablette, par exemple, avec une antenne qui nous permettent juste au sol, sans avoir besoin de capacité de calcul, mettons, sur le terrain. Alors par contre, évidemment, on a des limitations. On a des limitations techniques. Tout d'abord, la puissance à bord d'un satellite est limitée en comparaison d'un satellite, d'un data center au sol. Il y a le problème du stockage sans perte de données sur le numérique, puisqu'à cause des effets radiatifs, on a avoir des bases de 1 à 0 ou inversement. Donc, il faut. Alors, actuellement, on fait avec des blindages, mais c'est lourd. Donc, voilà, il y a cet aspect fiabilité des données à prendre en compte. On a des problèmes thermiques, puisque le calcul dissipe beaucoup et que, mine de rien, on a beau être dans l'espace froid, un satellite a des problèmes pour se refroidir, peut avoir des problèmes pour se refroidir. Et enfin, on est non réparable, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, à ce jour, on a tout un aspect fiabilité à prendre en compte. Il va falloir améliorer nos liaisons intersatellites. Donc, OISL, c'est les liaisons optiques intersatellites. Il va falloir les optimiser pour pouvoir distribuer du calcul et du stockage au sein d'une même constellation de satellites, puisque l'idée serait quand même d'utiliser, pour que l'utilisateur soit toujours en relation avec un satellite, comme ça se fait sur les constellations télécom, par exemple, et donc de pouvoir distribuer ça, et que finalement des satellites non en regard de l'utilisateur calculent et stockent, et que ce soit rebalancé vers l'utilisateur directement via des liaisons intersatellites. Et l'inconvénient, c'est qu'il nous faut effectivement un nombre important de satellites à déployer quand on passe sur une architecture en orbite basse. Donc, on va passer aux pistes de travail. Donc, qui sont non exhaustives, hein, c'est juste, voilà, c'est juste des propositions. Donc, il va être nécessaire de concevoir les systèmes de bout en bout. Ce n'est pas juste la partie satellite segment spatial qu'il va falloir optimiser. Il va falloir vraiment revoir notre façon de concevoir le sol également, puisqu'il plus d'agilité dans la conception, dans le fonctionnement des satellites, va nous demander aussi d'être plus agile de la partie sol, donc qui n'est à ne pas négliger finalement, puisque c'est ce que voit l'utilisateur. On a des contraintes techniques qui sont induites donc par l'environnement spatial, j'en ai parlé précédemment. Ce sont des choses qui peuvent être assez vite limitantes.
Et donc, il va falloir avoir des procédures plus souples de gestion des satellites et des communications, puisque si les satellites se reconfigurent tout seuls et prennent des initiatives, si on peut dire, il faut que derrière, au niveau sol, utilisateur, etc., on vérifie, on apprenne au fur et à mesure, etc. On a les problématiques du chiffrement, c'est-à-dire que, alors au sol, il est assez aisé de pirater des communications. Et dans l'espace, on est un peu plus sécuritaire, mais on commence vraiment à avoir des soucis tant depuis l'espace que depuis le sol vers l'espace. Donc, ça encore, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et là-dedans, quel pourrait être l'intérêt des technologies quantiques qui commencent vraiment à se développer. Et enfin, sur l'intelligence artificielle, donc il va falloir optimiser le pré-traitement et la pré-analyse des images. Donc, on a EarthCube qui avance là-dedans, par exemple, c'est qu'une piste. Il y a aussi la synchronisation entre satellites. Par exemple, dans le cadre des satellites militaires, on peut avoir un satellite d'écoute et quelque part, automatiquement, on va dire, il demande au satellite image de se mettre sur la même zone pour suivre en même temps l'écoute et l'image sans intervention humaine qui lui dit, etc. Donc, voilà, ça peut être... Ça va demander de prévoir des systèmes qui communiquent entre eux, même si des satellites sont construits à 2-3 ans d'intervalle. Et l'intelligence artificielle aussi pour distribuer et stocker des calculs ou des informations au sein d'une même constellation. On a déjà des choses qui se construisent dans le civil, on peut s'en inspirer. Voilà, donc toutes vos idées sont les bienvenues, c'est absolument pas limitant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Alors moi, je voulais juste ajouter quelque chose pour les participants qui se sont déjà inscrits à DefiniSpace. Du coup, je ne sais pas s'il y en a des nouveaux ou pas. Vous pouvez d'ores et déjà noter le 27 mai de 10h30 à 11h30 et le 28 mai de 10h30 à 11h30 qu'il y aura une réunion Teams qui sera organisée pour vous expliquer, suite à la réception de vos licences personnelles pour vous connecter le jour J du hackathon sur la plateforme. Il y aura donc des réunions pour les participants pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme, quelles seront vos fonctionnalités pendant le hackathon, etc. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter ces deux dates, les 27 et 28 mai, de 10h30 à 11h30. Merci. Merci Mathilde. Alors, il nous reste l'intervention du commandant Tillier. Alors, on va un peu improviser parce qu'on essaye de le joindre. Il est connecté par téléphone, m'a-t-on dit. Alors, j'essaie de voir si il nous entend et s'il peut parler. Oui, je vous entends. Allô, allô. Je ne vois pas. Il entend. Oui, allô, je vous entends. Bon, alors, on entend, ce qui est une très bonne chose. En revanche, nous ne l'entendons pas. Est-ce qu'on peut éventuellement libérer les micros de telle sorte qu'il puisse avoir son micro libéré? Allô, allô. Allô, allô. Excusez-nous, hein, c'est un petit aléa technique. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'il puisse bien, nous entendre. Allô. Mais je me demande, vous entendez, commandant? Oui, je vous entends. Et je pense je vais que, prendre en fait, le téléphone du colonel et puis je vais le mettre juste à côté de mon micro. on est au téléphone, je pense qu'ils ne nous entendent pas, on ne doit pas être connecté sur la conférence. Commandant Thierry, vous nous entendez? Très bien, moi en tout cas je vous entends. Parfait. Allô, allô. On va essayer de faire une manipulation. Je vais augmenter le son. Allô. Ouais, je pense qu'il y a un problème de connexion. Voilà. En fait, le allô, lien allô. entre... Vous pouvez parler. Voilà, vous pouvez parler, commandant. La parole est à vous. Très bien. Ça passe bien? Vous confirmez que je peux parler comme ça? Oui, essayez de parler un tout petit peu plus fort et ça devrait aller. D'accord, très bien. Bon, bah, je vais essayer de parler plus fort alors. Allez-y. Alors, je vous remercie. Donc, je vais vous présenter le sujet en termes de géopolitique. Alors, qui sera un sujet résolument européen. Donc, tout d'abord, l'Europe comme acteur spatial civil. Comme vous le savez, l'Europe est un important acteur spatial civil
Le traité sur le fonctionnement de l'UE, en particulier son article 189, lui permet de lancer un programme spatial européen. Ce qu'elle fait, ce programme vient d'être renouvelé sur 2021-2027, puisqu'il est doté d'un peu moins de 15 milliards, avec des programmes emblématiques comme Copernicus et Galileo, mais également des nouveaux flagships qui sont lancés comme initiative de connectivité sécurisée, et également la surveillance de l'espace, qui pourrait servir de support à une initiative de Space Traffic Management, qui a également été identifiée comme un flagship par la Commission. Donc l'Europe s'affiche clairement comme un acteur spatial civil. Ensuite, l'Europe est également un acteur politique. C'est un acteur politique par l'action de la Commission dans un certain nombre de domaines délégués. C'est également un acteur politique par le biais du service européen d'action extérieure, particulièrement important dans le domaine espace, puisque celui-ci abrite une task force espace, sur laquelle je reviendrai. Et c'est enfin un acteur politique dans le domaine de la politique européenne de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune, qui est l'une des briques en fait de la PESC que je viens de citer. On voit bien dans ces actes, en tant qu'acteur politique, la complexité de la construction européenne, puisque la Commission traite de façon communautaire. On cherche bien le bien commun indépendamment, je dirais, de la volonté des États et des intérêts particuliers. La Commission a bien cet objectif de travailler au-delà des intérêts particuliers des États. Tandis que la PESC et la PSDC, on est bien dans une structure intergouvernementale où ce sont les États qui décident entre eux et qui fixent des directives. Où là, on travaille davantage sur le consensus entre les États. Et le service européen d'action extérieure est entre les deux, puisqu'il est présidé à la fois par le vice-président de la Commission, mais le haut représentant prend bien ses directives des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne via la politique européenne et sécurité commune. Donc l'Europe est également un acteur politique, en plus d'être un acteur spatial civil. Changement avec la commission von der Leyen, je reprends le discours de la commissaire Ursula von der Leyen, dit qu'il est temps que l'Union européenne se considère comme un acteur géopolitique. Et donc, ce qui va nous permettre, acteur géopolitique, donc un acteur qui pèse sur la scène internationale, qui se mouille un peu plus, qui nous amène au sujet que nous souhaitons développer, et que je vais énoncer tout de suite. Comment l'Union européenne peut-elle s'approprier les enjeux de sécurité et de défense dans l'espace? Comment l'Union européenne peut-elle s'approprier les enjeux de sécurité et de défense dans l'espace? Car l'espace est devenu essentiel pour assurer notre sécurité, le développement de nos économies et de mode de vie. On observe bien un accroissement de la concurrence internationale en matière spatiale, avec des nouveaux acteurs publics, mais également privés. Et cette dépendance partagée en termes de capacité spatiale et le besoin accru en financement sont indispensables pour assurer notre autonomie dans ce secteur. Et là, on retient bien les trois piliers d'un espace congestionné, avec de plus en plus d'acteurs, un espace compétitif, acteur de la compétition internationale, et enfin, un espace contesté, puisque celui-ci est le lieu également de la compétition entre les États, une compétition qui peut être beaucoup plus rude. À partir du moment où l'Europe développe des capacités spatiales, est un acteur politique et veut être un acteur géopolitique, comment celle-ci peut-elle s'approprier ces enjeux? Et alors en fait, je vais basculer sur une réflexion et vous offrir quelques pistes. C'est la façon dont l'Union européenne utilise ses capacités spatiales, ainsi que celles des États membres, et comment elle contribue à la sécurité globale. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Copernicus, avec soit de l'observation, par exemple, dans le cadre de Frontex, surveillance des frontières, où là on est vraiment sur des questions de sécurité, mais également des questions de sécurité à plus long terme avec Copernicus, sinon on se projette dans les enjeux liés au changement climatique,
en quoi ces enjeux peuvent être des enjeux de sécurité, mais également des enjeux beaucoup plus proches de nous avec l'utilisation de Galileo et de son signal sécurisé pour permettre des opérations militaires. Pour cela, on a également besoin d'identifier les risques et les menaces en orbite auxquels l'UE pourrait être confrontée. On a pu suivre dans la presse les manœuvres entre grandes nations du spatial, en particulier Russie et États-Unis, et la façon dont les États-Unis ont dénoncé les manœuvres russes. Est-ce que ce sont des menaces en orbite auxquelles l'UE pourrait être confrontée, par exemple? Face à ces menaces, quels objectifs pourrait se fixer l'Union européenne pour faire face à ces risques et les rendre acceptables? Quelle doit être la posture de l'Union européenne? Est-ce qu'elle doit muscler son discours? Est-ce qu'elle doit se doter de capacités supplémentaires? Est-ce qu'elle doit revoir sa gouvernance? La gouvernance du spatial a été très civilo-centrée. Est-ce qu'elle est finalement suffisamment robuste? Et c'est là où je vais revenir sur la TF-Espace, puisqu'il y a eu différentes décisions dans le cadre de la PESC et de la PSDC, décisions du Conseil européen et du Parlement, qui permettent d'initier des réactions en cas de crise vis-à-vis de Galileo. Est-ce que celles-ci sont suffisamment robustes? Est-ce qu'elles nous permettront à l'Union européenne de bien réagir et de, pour reprendre une expression britannique, mitigate risks and threats? Est-ce qu'elles permettent de diminuer le niveau de risque et de menace? Ensuite, quels objectifs pourraient être mis en œuvre par l'Union? Faut-il revoir les traités? Faut-il revoir la gouvernance spatiale européenne? Là, je vous renverrai à l'article 189 du TFUE, qui définit les compétences de l'Union européenne en matière spatiale. Mais on peut également repartir également sur l'article, il me semble être le 234, qui permet de donner un mandat à l'Union européenne pour qu'elle négocie en tant qu'État et ainsi pour ratifier des accords en domaine spatial. Par exemple, l'Union européenne doit-elle ratifier le COPUOS? Doit-elle ratifier des accords dans le domaine spatial? Dans quelle mesure? Est-ce que les traités lui permettent aujourd'hui de le faire? Et enfin, présenter les options qui s'offriraient à la France dans le cadre d'une telle prise d'initiative européenne et comment la France pourrait l'accompagner. Aujourd'hui, on a un statut un petit peu particulier. La France est le seul pays européen à avoir rédigé une stratégie spatiale de défense et à ce titre, elle peut être observée. Elle peut aussi être parfois critiquée par ses partenaires qui peuvent la considérer comme belliciste. Quelles options s'offriraient à la France pour créer un consensus autour d'elle et amener l'Europe, en fait, à accoucher d'une prise de conscience et d'initiative afin de la renforcer dans le domaine spatial, afin de l'aider à mieux s'approprier les enjeux de sécurité et de défense. Donc cela terminera mon speech qui a fait à peu près 10 minutes. Je suis disponible si vous avez des questions. Merci mon commandant, merci lieutenant Émilie pour ces deux présentations. Donc vous l'avez compris, clairement vous avez pas mal de boulot pour essayer de décrypter un petit peu les messages qui sont glissés dans ces deux présentations. Alors ce qu'on va vous proposer maintenant, on a déjà atteint une heure de bootcamp. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc répondre à vos questions. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons libérer vos micros sur la base des mains levées que vous allez nous proposer. On a trouvé beaucoup plus intéressant de faire en sorte que vous puissiez nous parler directement, nous poser vos questions. Alors, comme nous sommes tous réunis autour de la table, nous allons faire en sorte d'ouvrir un seul haut-parleur pour éviter le larcène. Voilà. Et donc, on va commencer avec une première question qui a été posée il y a déjà une demi-heure, en tout cas une main levée. Alors, je vais libérer la parole pour Baptiste Prader.
Alors, je ne peux pas la libérer. Mathilde, c'est toi qui as la main. Voilà. Baptiste. Oui, il faut cliquer. Hop. Voilà. Voilà. Baptiste, vous avez la parole. Vous aviez demandé la parole pour poser une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok. Déjà, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Allô? C'est bon, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Du coup, j'ai essayé de capter les informations que j'ai pu. Vous avez parlé très vite. Moi, je suis sur le défi numéro 1, là, donc sur plutôt générique sur l'Union européenne. Vous avez parlé je crois, j'ai noté du PCSD, une structure intergouvernementale. Est-ce que j'ai peut-être mal noté? C'est la personne qui avait la parole là juste avant. Peut-être repréciser un peu l'organisation et les différents acteurs qui sont existants dans ce domaine, pour qu'on soit bien au clair sur les éléments qu'on peut creuser aujourd'hui. Oui, allô? Oui. En fait, on a une question pour vous. Oui. C'est celle qui vient d'être posée? Exactement, oui. Oui, c'est bon. Je peux répondre. Allô? Oui. Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ah bah parfait alors. Alors, j'ai précisé les acteurs que j'ai cités au début. J'ai effectivement cité la Commission européenne. C'était dans cette séquence. Donc pour les intérêts communautaires, le service européen d'action extérieure, qui contient en fait dans une des sous-directions une task force espace. En fait, il faut bien voir que l'Union européenne a un envoyé spécial espace. Aujourd'hui, en fait, c'est une personne belge qui s'appelle Karin Kless, C-L-A-E-Y-S, qui symbolise, on va dire, le haut service européen d'action extérieure, le spatial pour les affaires, enfin, pour l'action extérieure de l'Union européenne. Et enfin, j'ai parlé de la politique européenne et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune, ce qu'on dit la PESC, PSDC, l'acronyme britannique en anglais étant la Common Foreign and Security Policy, CFSP, et CSDP, Common Security and Defense Policy, CSDP en anglais. Et ce que je surtout mettais en valeur, c'est que au niveau de la Commission, c'est bien quand la Commission obtient son budget pluriannuel qui lui est donné par les États. On lui donne en fait un budget, une feuille de route sur une période, donc ici 2021-27, qu'elle peut, j'irais presque, dépenser à sa guise, même si elle a des grandes lignes directrices, mais elle dispense en assurant le bien global de l'Union européenne, tandis que les affaires de sécurité, n'étant pas des affaires qui sont traitées au niveau communautaire, mais ça reste bien des prérogatives souveraines des États, c'est fait en intergouvernemental et au sein de la politique européenne de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune. Et donc là, ce sont bien les États qui sont obligés de s'entendre autour de la table pour prendre des décisions. Sachant que la décision doit être prise à l'unanimité entre les États. Donc on a bien un mode de fonctionnement communautaire où on conduit des projets et dès qu'on touche des affaires de sécurité, on a un mode de fonctionnement intergouvernemental qui est aujourd'hui une caractéristique forte de l'Union européenne. Et sachant que le spatial est un petit peu entre les deux, il y a des projets communautaires, mais dès qu'on touche des sécurités, normalement on doit les traiter au niveau intergouvernemental, avec cet objet qui est le service européen d'action extérieure au milieu, et la TF Espace qui peut faire un peu le rôle de concilier les positions entre le communautaire et l'intergouvernemental. Okay.
tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci d'avoir pris le temps de répondre. J'avais juste une dernière question. De votre point de vue, étant donné que vous venez de dire que de manière synthétique, là, la sécurité n'est pas traitée au niveau communautaire, mais réalisée en intergouvernemental au sein de la PSCD, est-ce que cette contrainte est existante dans le cadre d'un projet de défense et de sécurité commun en Europe? Est-ce qu'on doit viser que des décisions d'un point de vue sécurité soient prises d'un point de vue unilatéral par chaque État membre? Alors, en fait, les États restant souverains sur la question de sécurité, les décisions peuvent être prises effectivement, enfin, de façon unilatérale, mais dès qu'elles concernent des projets communs, je dirais, il y a une obligation de s'entendre. Je vais vous prendre un exemple assez clair. Vous avez demain un incident sur Galileo, comme il y en a eu un en juillet 2019, qui a duré de mémoire 6 jours. Cet incident, par exemple, est lié à une question de sécurité. On soupçonne, par exemple, une attaque cyber. Est-ce que je maintiens le service coûte que coûte? Est-ce que je l'arrête? Comment je le répare? Tout cela peut avoir des conséquences en termes sur la sécurité des États, puisque c'est un signal qui est utilisé pour des missions de sécurité. Est-ce que je le maintiens coûte que coûte en état de fonctionnement et en prenant le risque d'abîmer le système, de le dégrader, d'avoir plus de mal après de le remettre en état? Ça, typiquement, c'est le genre de question que l'on peut se poser en prenant l'exemple de Galileo. Est-ce que les États arriveront à se mettre d'accord sur l'objectif à 27 dans des délais courts, et quelles mesures on pourrait prendre pour s'assurer que la réaction soit la meilleure au vu des intérêts de chacun. Très bien, merci. Super, merci beaucoup. Voilà, parfait. Bon, on espère que ça a bien répondu, Baptiste. J'ai vu que Colline avait des questions par écrit. Peut-être que vous pouvez nous les poser à l'oral si vous le souhaitez en activant votre micro. Chavannes. Je sais pas. Colline, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous pouvez. Oui, oui, très super. Bien. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une petite question technique. Quand est-ce que seront disponibles les replays, s'il vous plaît, sur YouTube? Merci. Les replays des bootcamps, les 2 bootcamps? Oui. Je pense que celui-ci sera disponible en fin de semaine et le 24, pareil, fin de semaine d'après à peu près, de 3 jours. Voilà, pour les publier. Merci. Et vous aviez une autre question, non? Est-ce qu'il reste des places pour la session numérique? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il reste des places pour la session numérique en Île-de-France, s'il vous plaît? Alors oui, en fait, c'est une session numérique pour toute la France. Elle n'est pas dédiée uniquement à l'Île-de-France, du coup. Mais oui, il reste des places, mais il en reste une vingtaine, je crois. Donc, je vous invite à bien communiquer entre vous. Voilà, et de toute façon, nous créerons une liste d'attente si jamais il y a des désistements pour pouvoir donner la chance à certains qui se seraient peut-être inscrits trop tard. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. A priori, ça a l'air... On a une question de Mohamed.
Vous avez la parole, Monsieur Farouk. Oui, c'est bon, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on vous entend très bien. Ah oui, pardon, excusez-moi. Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir partagé, d'avoir pris le temps de nous partager tout ce projet et tout. J'avais une petite question concernant un peu, on va dire, l'angle d'attaque de ce premier challenge. En lisant le sujet, en tout cas en vous écoutant, moi j'ai voulu, enfin avec mon groupe, on a un peu pensé à partir un peu sur un peu la souveraineté nationale, mais j'ai justement peur que ça empiète sur l'autre sujet, sur l'autre challenge. Et je voulais savoir si on pouvait aller un peu sur ce terrain en fait. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ma question. Bonjour Mohamed, quel sujet vous avez choisi? Comment l'Union européenne peut-elle s'approprier les enjeux de la sécurité et de défense dans l'espace? En fait, on voulait mettre en évidence que justement ces enjeux de sécurité et de défense, justement, ce sont des prérogatives de souveraineté. Et on est dans l'Union européenne, c'est surtout de la coopération, et que pour que l'Union européenne puisse s'approprier pleinement ces enjeux de sécurité pour avoir une rapidité, pour avoir une productivité un peu plus productive, on va dire, il faut qu'elle puisse en fait justement s'approprier complètement ses compétences. Et on voulait un peu partir sur ce terrain de la souveraineté, et je me demandais si c'était pas un peu tiré par les cheveux. Et c'est pour ça qu'en fait, sur la fin du sujet, vous avez vu, on a fait une ouverture sur la place de la France, et vous prenez le sujet à l'envers. Donc, Ok. donc c'est totalement libre, et ça nous intéresse particulièrement. Dès que vous pourrez effectivement recentrer la problématique en prenant en compte les évolutions et le défi qui va se poser, que ce soit sur les acteurs français, qu'ils soient souverains ou commerciaux, ça nous intéresse particulièrement. Mais je peux rajouter quelque chose? Oui, enfin oui, je vous écoute. Oui, j'ai juste rajouté, ça peut être effectivement une voie d'aborder le sujet, sachant que le président, lors de son discours de la Sorbonne, a bien parlé de souveraineté européenne. Et donc, c'est le premier à avoir abordé le sujet, dans le sens où oui, il peut y avoir effectivement une notion de souveraineté partagée. Il y a celle qui est purement nationale, et puis la souveraineté européenne que l'on partage en tant qu'État européen avec nos partenaires. Donc après, vous pouvez très bien jouer là-dessus dans votre rédaction et dans votre travail. Oui. Mathieu, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, super. Alors avant toute chose, je vais copier mes camarades juste avant en vous remerciant pour l'intervention. On aurait deux questions. Alors la première, c'est qu'avec mon équipe, on a candidaté pour participer à Toulouse en présentiel il y a une semaine et pour le moment, on n'a pas de réponse. Est-ce que vous savez vers quand on aura une confirmation de notre inscription sur le site de Toulouse? Alors, je pense que c'est normal que vous n'ayez pas de retour pour l'instant parce que l'organisatrice locale est en vacances. Donc, elle revient d'ici une semaine, je crois. Et puis ensuite, si vous n'en avez pas de toute façon, d'ici la semaine prochaine, je vous invite à me contacter directement par mail pour que moi, je vois directement avec l'organisatrice locale. Ok, super. Et la deuxième question, c'est par rapport au challenge le challenge technique particulièrement. Avec notre équipe, on aimerait savoir si on doit se limiter à l'aspect technique ou bien on peut aussi aventurer sur l'aspect organisationnel et économique lié à la solution ou aux solutions techniques qu'on pourrait apporter durant le hackathon. Pour moi, le challenge, il est ouvert, c'est-à-dire que les deux aspects, de toute façon, sont à prendre en compte pour que ce soit opérationnel. Donc, non, faut pas se limiter à un aspect ou à un autre. Allez-y. D'accord. Et problématique plus large, à quel point la solution doit être coûteuse, si la question est... Est-ce qu'on a une limite financière dans la solution proposée ou est-ce que ça ne doit pas être pris en compte durant le travail? Il faut l'évaluer, mais ce n'est pas l'objectif principal du challenge. Vous avez entendu ou pas? Oui, c'est bon. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si c'est OK pour tout le monde.
De toute façon, vous avez vos mails, non, vous les avez pas, je vous les mets tout de suite à la fin. Bien, eh bien, écoutez, je pense que nous avons abordé toutes les questions. Écoutez, vous allez avoir donc, comme l'a dit Mathilde, l'enregistrement qui sera disponible dans quelques jours. Donc, vous avez énormément d'informations que nous vous avons données pour ce premier bootcamp. Comme je vous le disais en préambule, en introduction, il va y avoir un deuxième bootcamp qui est prévu lundi prochain. Alors, lundi prochain, c'est férié. Ça ne nous a pas échappé. Quoi qu'il en soit, nous allons avoir d'autres intervenants qui vont venir éclairer les deux défis. On vous réserve les surprises. Ce seront essentiellement des intervenants issus du monde de l'industrie, donc des industriels qui appréhendent aujourd'hui ces sujets, notamment le sujet technique, mais pas que, et qui vont vous donner une illustration des cas d'usage qui vont vous permettre d'analyser et d'approfondir le sujet, surtout de déclencher le processus d'idéation un petit peu avant la compétition. Voilà, il est temps de nous quitter. Merci encore infiniment pour… il y a encore… Alors, on me dit qu'il y a encore 2 questions, donc eh bien, on va les prendre parce qu'on se donne le temps des questions et des réponses. Alors… Alors, je regarde, je vois pas Ambroise. D'accord, très bien, oui, effectivement. Alors, on va donner effectivement la parole à Ambroise et on terminera par Baptiste. Ambroise Corbille. Alors, attendez, j'ouvre votre micro. J'essaye de l'ouvrir, surtout. Je ne peux pas l'ouvrir. Je ne sais pas ce qui se passe. Bonjour. Ah, voilà Ambroise. Ambroise? Oui, allô. Très bien, excusez-moi, j'ai vu ça avait coupé. Donc, je me représente à Ambroise. Hein, j'ai participé au Hacking Space avec mon équipe en novembre. De ce fait, on a eu comment dire, un support avec des intervenants, que ce soit justement, vous en traitiez à l'instant des industriels, etc. Mais est-ce qu'ils passeront dans les groupes, que ce soit sur Teams ou en réel, pour pouvoir discuter avec nous de, par exemple, notre point de vue vis-à-vis de la question, nous rééclairer vers du coup la question si on fait du hors-sujet, des choses comme ça? Oui, bien sûr. En fait, sur la plateforme Teams, vous aurez tous les experts qui seront disponibles. Donc, ce seront des experts de tous nos sponsors, de nos partenaires, du CDE, qui circuleront librement entre les équipes pour voir si vous avez des questions, ou répondre ou vous donner leurs conseils, etc. Mais vous pourrez aussi les mentionner directement parce que vous aurez un tableau qui vous sera fourni dans lequel vous aurez les noms et prénoms des experts ainsi que leur domaine d'expertise. Et si vous avez par exemple une question intelligence artificielle, vous saurez du coup qui vous pourrez directement mentionner par le biais d'un tag avec le arrobas comme on fait par exemple sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc oui, en effet, vous aurez un support tout au long du hackathon, au moins la journée, la nuit peut-être moins, mais au moins la journée. Très bien, super. Merci à vous. Et Baptiste, du coup? Vous m'entendez? Ouais, du coup, voilà, j'ai écrit ma question, mais je vais l'évoquer. Vous avez parlé tout à l'heure de communiquer en temps réel avec les états-majors ou des forces au sol. Je me pose la question, est-ce qu'on doit se projeter uniquement dans le cadre de conflits ou est-ce qu'on peut aussi, dans le cadre du sujet 1 sur l'Europe, réfléchir à différentes synergies ou services dans le cadre de temps de paix que l'on connaîtrait? Non, mais parlez là, on vous entend. Oui, bien sûr, évidemment. On est au cœur de la dualité. La dualité, c'est justement le civil et le militaire qui se fertilisent
conjointement, c'est-à-dire un des domaines fertilise l'autre et réciproquement. Donc effectivement, on peut réfléchir aussi dans cette voie-là. C'était bon, Baptiste, ça répond à votre question ou pas? Ouais, ok, oui, très bien. Merci beaucoup. Parfait. Bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions, donc il est temps de nous quitter. Merci encore infiniment pour votre présence et votre intérêt pour ce hackathon. On vous donne rendez-vous lundi prochain à midi. Ce sera un bootcamp qui ressemblera beaucoup à celui-ci, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons d'autres invités qui seront présents et qui pourront venir vous donner un certain nombre d'illustrations au travers des cas d'usage qu'ils vous présenteront. Merci à toutes et à tous, et puis bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.